Shalom Aleichem, aujourd'hui c'est la Giloula, l'anniversaire de la disparition de Rabbi David Sinzheim, qui fut un personnage essentiel dans la nouvelle vie juive en France, puisque cet éminent rabbin, qui est né le 16 novembre 1745 à Trèves et qui est mort à Paris le 9 novembre 1812, il fut d'abord rabbin à Strasbourg et puis grand rabbin de France, le premier grand rabbin de France en titre, ayant d'ailleurs une primauté dans d'innombrables domaines, puisqu'il sera le premier président, non seulement de ce fameux grand Sanhédrin qui sera constitué à la demande de Napoléon, mais également le premier président du consistoire central israélite de France, et de 1809 à 1812. Et étrangement, ce sera d'ailleurs le seul, pas seulement le premier, mais le seul et unique président du consistoire central qui sera grand rabbin. Après lui, il n'y aura ni grand rabbin ni rabbin qui seront présidents du consistoire central, puisque l'assemblée des laïcs, entre guillemets, l'assemblée des notables, eh bien, décidera que pour protéger le rabbinat, il serait préférable que le président soit désormais un non-rabbin. Et ça nous donne d'emblée l'orientation que cette institution prendra par la suite dans sa relation au rabbinat. Il n'en reste pas moins vrai que Rabbi David Sinzheim est un homme d'exception, d'une carrure absolument hors du commun, puisque cet homme, ce maître, issu d'une famille de rabbins, va se consacrer durant toute sa vie à l'étude. Il écrira notamment le Yad David, son fameux commentaire sur le Talmud, qui signifie donc la main de David. Rabbi David Sinzheim épousera vers 1765 la sœur de Cerbère, qui combattra toute sa vie pour les droits de ses coreligionnaires. En 1785, il deviendra directeur de la yeshiva de Bishaim, dans le Bas-Rhin, qui est un des 6 délégués des Juifs d'Alsace aux États généraux de 1789. Après la terreur, Rabbi David Sinzheim devient donc rabbin de Strasbourg et fut l'un des personnages en vue de l'Assemblée des notables convoquée par Napoléon Ier en 1806 et fut nommé donc président, comme on le rappelait tout à l'heure, du grand Sanhédrin qui l'a suivi. Comme nous l'avons répété, Rabbi David Sinzheim fut le premier, mais aussi unique grand rabbin du consistoire central, qui fut aussi le président de la fameuse Assemblée des notables. Il sera enterré au cimetière du Père-Lachaise, et chaque année, un hommage est rendu en présence du grand rabbin de France actuel, pour lui apporter, bien entendu, toute la reconnaissance du judaïsme français à cet homme hors du commun. On ne peut parler de Rabbi David Sinzheim sans parler de cette institution qui s'appelait le fameux grand Sanhédrin. Qu'est-ce que c'est que ce grand Sanhédrin? Il a été convoqué par Napoléon Ier en séance solennelle à Paris le 9 février 1807 afin de donner une institution religieuse aux principes exprimés par l'Assemblée des notables en réponse aux 12 questions qui lui avaient été soumises par le gouvernement. Le nom faisait référence au fameux Sanhédrin dont parle le Talmud, qui fut et qui demeura longtemps le principal corps législatif et judiciaire du peuple juif jusqu'à une antiquité tardive. Donc le président fut David Sinzheim, qui va briller dans sa fonction, mais aussi assisté par des êtres tout aussi d'envergure, tels que Rabbi Yaakov Meyer, qui était lui-même au Grand Sanhédrin, ou alors Rabbi Emmanuel Deutsch, ou enfin Rabbi Abraham de Colonna, Abraham Furtado, Rabbi Baruch Guggenheim. Tous ces grands maîtres d'époque eurent une part très importante dans l'intitulé des réponses aux questions qui avaient été justement posées. Or, quelles étaient ces questions? Nous allons, au moins pour mémoire, rappeler les questions. Quant aux réponses, nous donnerons que quelques-unes
lors d'un autre dossier beaucoup plus complet, nous en ferons, Béline Eder, une analyse. Première question qui fut posée aux Juifs pour savoir s'ils étaient en mesure d'être pris au sérieux quant au mérite, selon Napoléon, d'être considéré comme un citoyen français. C'est intéressant que ces questions-là ont été posées aux Juifs d'époque, même si elles n'ont pas été posées pour la plupart de ceux qui par la suite viendront peupler et enrichir de leur présence le sol français. Une chose est sûre, c'est que les questions elles sont très orientées, très claires. Première question, est-il illicite aux Juifs d'épouser plusieurs femmes? Cela faisait référence, comme vous l'avez compris, à la polygamie. Deuxième question, le divorce est-il permis par la religion juive? Et le divorce est-il valable sans qu'il soit prononcé par les lois contradictoires à celles du Code français? Troisième question, une juive peut-elle se marier avec un chrétien et une chrétienne avec un juif? Quatrième question, aux yeux des Juifs, les Français sont-ils leurs frères ou sont-ils des étrangers? Cinquième question, dans l'un et dans l'autre cas, quels sont les rapports que leur foi leur prescrit avec les Français qui ne sont pas de leur religion? Sixième question, les Juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français, regardent-ils la France comme leur patrie? Ont-ils l'obligation de la défendre? Sont-ils obligés d'obéir aux lois et de suivre les dispositions du Code civil? Septième question, qui nomme les rabbins? Huitième question, quelle juridiction de police exercent les rabbins parmi les Juifs et quelle police judiciaire exercent-ils parmi eux? Neuvième question, ces formes d'élection, cette juridiction de police judiciaire, sont-elles voulues par leur loi ou simplement consacrées par l'usage? Dixième question, est-il des professions que la loi des Juifs leur défende? Onzième question, la loi des Juifs leur défend-elle l'usure envers leurs frères? Douzième question, leur défend-elle ou leur permet-elle de faire de l'usure aux étrangers? Évidemment, toutes ces questions ont donné lieu à d'innombrables discussions parmi cette assemblée des notables, et notamment des rabbins. Et la question visiblement la plus épineuse était la troisième, celle qui avait trait au mariage mixte. Elle donna lieu à de violentes discussions entre les rabbins et certains laïcs. Et la résolution adoptée fut d'ailleurs assez ambiguë. À la quatrième question, tous les députés furent unanimes à répondre « La France est notre patrie, les Français sont nos frères ». Et à la question numéro 6, sans s'être concertés, ils répondirent tous d'une seule voix qu'ils étaient prêts à défendre la France jusqu'à la mort. En réponse à la 10e question, ils rappelèrent que non seulement la loi juive n'interdisait aucune profession, mais que, selon le Talmud, le père de famille qui n'enseigne aucun métier à son fils est considéré comme l'ayant préparé à la vie de brigand. En ce qui concerne l'usure, l'Assemblée n'eut pas de peine à démontrer que la loi juive ne la tolère pas et que c'est par une confusion voulue qu'on attribue le sens d'usure au mot qui veut dire tout simplement les intérêts. La délimitation exacte des pouvoirs juridiques des rabbins intéressait au plus haut point l'empereur Napoléon qui avait tout mis en œuvre pour soumettre à sa volonté toutes les puissances autonomes telles que la papauté, et il craignait de trouver dans les rabbins une autorité qui lui contrecarrerait la sienne. L'Assemblée, en majorité laïque, fit aisément bon marché de la juridiction rabbinique et répondit qu'elle n'existait plus. C'était traité bien légèrement une question dont les laïcs ne paraissent pas avoir soupçonné la gravité. Les députés des Juifs avaient, en somme, accordé toutes les concessions que l'empereur avait exigées, sans même peut-être se soucier suffisamment de la répercussion que certaines d'entre elles pourraient avoir sur la vie juive. En guise de remerciement, les commissaires leur reprochèrent dans leur rapport d'avoir cherché avec plus de soin à faire l'apologie des Juifs plutôt qu'à exposer scrupuleusement leurs usages intérieurs. Bon, il y a eu finalement, et on peut le comprendre, une sorte de volonté de protéger les intérêts de l'identité juive, de la protection de la communauté et en même temps d'une relation d'exemplarité vis-à-vis des autorités de l'époque,
de la France, représentée bien sûr par l'empereur. Et cette décision du Grand Sanhédrin a été imprimée, publiée dans le Moniteur universel du 11 avril 1807, des pages 398 à 400. Et cette réponse fut argumentée et à chaque article est précédée d'un préambule. Évidemment, je vous invite à consulter tout cela dans les dossiers préparés notamment sur le Wikipédia, sur les dossiers que vous pouvez évidemment consulter sur Internet librement, et dont une bonne partie d'ailleurs nous a ici référencé. Eh bien, ce que nous retiendrons pour notre part, outre le fait que le judaïsme français doit beaucoup à ce grand Rabbi David Sinzheim, c'est que, au travers de ce qui est dit, et encore plus de ce qui n'est pas dit dans tous ces articles, nous voyons à quel point toute l'ambiguïté qui a existé au sein de l'institution qui verra le jour à la suite de ces états généraux dans la réalité du consistoire, eh bien, ces ambiguïtés vont apparaître à travers l'histoire, à travers la personnalité des différents grands rabbins qui vont se suivre, se succéder, et qui vont donner un relief, une réalité, une dimension, un contenu, je dirais même un lustre, à chaque grand rabbin de France qui a pu succéder au précédent, chacun apportant quelque chose de singulier, de plus ou de moins d'ailleurs par rapport à ses prédécesseurs, et finalement cet ensemble très complexe, très composite, a au moins un avantage absolument incontestable, c'est celui d'avoir toujours su, ou en tout cas essayé au mieux, de préserver une sorte de juste équilibre entre le respect scrupuleux de la tradition juive, de la Torah d'Israël, mais en tenant compte d'une manière absolument sérieuse et responsable du respect de la loi civile, la loi dite laïque et aujourd'hui républicaine, afin justement de garder une sorte de juste équilibre au sein de la communauté juive de France depuis lors et jusqu'à ce jour, eh bien, pour garder, encore une fois, un équilibre et une pérennité qui, finalement, est sans cesse renouvelée avec une richesse extraordinaire et qui, aujourd'hui, il faut bien l'admettre, est enrichie par d'innombrables institutions parallèles qui, sans pour autant remettre en cause la légitimité et la centralité de l'institution du Grand Rabbin de France, eh bien, apportent peut-être des réponses, je dirais des réponses et surtout des réalités, des réalisations que peut-être l'institution, avec le temps qui s'est rodé, n'a pas toujours pu réaliser de la façon la plus complète. Il y a en quelque sorte avec le temps une formidable capacité de la communauté juive, quels que soient ses représentants, finalement à assurer une dimension qui vient toujours compléter, améliorer et finalement profiter à l'ensemble des institutions de la communauté juive autour de l'institution centrale qui est jusqu'à aujourd'hui encore le consistoire central de France, mais aussi l'institution centrale du Grand Rabbinat qui est le Grand Rabbinat de France. Alors pour tout cela, nous devons aujourd'hui allumer une veilleuse à la mémoire de Rabbi David Sinzheim et que son mérite puisse être une source de bénédiction pour tous les rabbinim de France et également tous ceux qui sauront finalement prendre ce qu'il y a de mieux chez un rabbin, au-delà des titres et au-delà des places qu'on lui accorde dans son entourage, eh bien, la lumière qui transparaît des lignes de ses enseignements, de son ouvrage, et de ses ouvrages en l'occurrence, mais c'est vrai surtout celui de Yad David, et que cette main de David soit aussi une main protectrice pour la communauté juive de France qui en a bien besoin. Shalom Aleichem.